Bien, je reçois Jean-Philippe Kerolian, la tête de liste de On est à vous, une tête de liste qui a déjà de l'expérience, qui a un bilan. Jean-Philippe Kerolian, de quoi êtes-vous le plus fier de vos anciens mandats? Je pense que la revitalisation de la ville, des secteurs comme les Costes Rouges, le secteur des 4 saisons, le secteur de Capelle, Onay-Village et La Roquette, la revitalisation de la ville est ce dont je suis le plus fier. On a une commune qui a été métamorphosée en une dizaine d'années, malgré un effondrement des dotations de l'État. On a réussi ce pari de rendre la ville attractive. C'est quoi cet effondrement? Bien, l'État nous octroyait en 2013 1 281 000 euros de dotation forfaitaire et en 2025 nous avons perçu 62 000 euros et il est à craindre qu'en 2026 on ne perçoive que 30 000 euros. C'est violent. C'est violent. Ah. Bon, sur ce bilan, donc vous avez revitalisé Onay-le-Château. Dans notre entretien préalable, et d'ailleurs vous avez mis en premier dans vos documents de campagne, vous souhaitiez que nous parlions de la santé, du social, de la solidarité. Je note qu'apparemment il y a un projet d'EHPAD, une future nouvelle EHPAD qui a l'air singulière et dont vous devez nous parler. Alors, il s'agit d'un EHPAD de nouvelle génération qui a pour but de faire en sorte que les résidents soient moins contraints dans leur environnement, qu'il y ait beaucoup d'échanges. Le lieu a été choisi a été retenu parce qu'il cochait toutes les cases par rapport à un cahier des charges. C'est un lieu qui est... C'est un cahier des charges national, voilà, si c'est un lieu qui est situé tout près d'une maison de santé, qui est situé près d'un parc urbain, qui est très facilement desservi par des réseaux de bus, qui est à côté de la médiathèque, qui est à côté de tous les services et de toute la vie au quotidien, qui fait en sorte qu'un résident ne sera pas confiné dans son EHPAD, il pourra à tout moment être en phase avec son environnement. Et qui construit ça? Qui va payer la construction? Alors, c'est une Altriane, c'est un porteur de projet qui a été retenu avec le département comme partenaire et puis bien sûr la commune qui est associée. Nous avons notamment un engagement financier à hauteur d'un tiers-lieu qui permettra de favoriser les échanges entre l'EHPAD et le monde extérieur. D'accord. Donc c'est financé, c'est autofinancé par le porteur de projet. Le porteur de projet, mais avec des soutiens bien sûr du conseil départemental actif. Alors, vous prévoyez aussi un centre d'imagerie, échographie, scanner, IRM. Il n'y a pas ce qu'il faut autour d'Onay? Alors, la plupart de nos concitoyens sont amenés à subir des temps d'attente très longs pour des examens, voire partir sur des communes telles qu'Albi, Saint-Afrique ou Villefranche éventuellement. Donc, cette situation n'était pas tolérable. C'est pour ça qu'on a argumenté auprès de l'ARS. On a été entendu puisque la ville d'Onay-le-Château compte quand même 2 quartiers prioritaires de la ville. Elle est en nette progression au niveau démographique et elle accueille énormément de clients dans ces zones commerciales et beaucoup de salariés dans ces zones industrielles et artisanales. Donc c'était une nécessité d'avoir un tel équipement. On a un porteur de projet à qui on a vendu le terrain très récemment et les travaux de construction devraient débuter dans les prochaines semaines. Toujours dans le domaine de la santé, vous comptez accompagner, vous allez nous dire comment on accompagne, un projet d'implantation d'un cabinet traitant les premières urgences. Alors là aussi, il nous est apparu qu'il y avait un chaînon manquant entre le secteur des médecins généralistes et l'hôpital avec la prise en charge des urgences. L'hôpital est parfaitement performant pour prendre les urgences vitales en charge très rapidement, mais tous nos concitoyens se plaignent de temps d'attente énormes lorsqu'ils vont à l'hôpital pour une urgence qui n'est pas vitale. Donc là, on a été en contact avec un porteur de projet et on facilite son implantation sur le territoire castonnétois. C'est une démarche qui est en cours, qui a des oppositions tout à fait surprenantes, mais on est opiniâtre. C'est un vrai professionnel, le porteur de projet? C'est un urgentiste de métier, oui, bien sûr. Alors, le chapitre suivant, d'autres appellent ça la sécurité, vous appelez ça la tranquillité publique. Et vous comptez continuer à développer le réseau de vidéoproduction et puis conforter les effectifs de la police municipale. Ça veut dire combien
Alors, oui, on compte développer un réseau de vidéosurveillance, de vidéoprotection qui est déjà très très bien maillé, mais on veut aller au-delà. On est encouragé par le directeur de la police nationale qui n'a de cesse de nous féliciter pour la pertinence de notre équipement. Cet équipement a fait ses preuves à maintes reprises et il est très très utilisé au quotidien pour à la fois assurer la tranquillité publique, mais aussi procéder à de la vidéo-verbalisation sur les secteurs où quelquefois les automobilistes se laissent aller. Quant à l'effectif de la police municipale, nous avons donc 9 policiers municipaux armés et dotés de tous les équipements nécessaires et un responsable administratif. Ces policiers municipaux en état armés et en étant bien équipés sont des compléments utiles de la police nationale chaque fois que cela se révèle utile. Alors on va en venir jusque-là. Je voulais juste terminer en disant que la tranquillité publique, c'est aussi le respect de l'espace public. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur par des campagnes ciblées sur les déchets qui sont déposés de manière inappropriée, sur les mégots qui sont jetés un petit peu n'importe comment, sur les déjections canines. On fait une campagne très forte et très humoristique pour sensibiliser nos concitoyens. Si malheureusement il y avait des dérives continues dans l'avenir, eh bien on serait amené peut-être à sanctionner. Alors, jusque-là, on a vu des porteurs de projets que vous savez mobiliser, attirer à Honnay-le-Château. Et on va peut-être parler un peu des équipements. On a parlé déjà des équipements avec la maison de retraite, mais enfin, c'est un porteur de projet. Il y a des équipements qui sont portés par la municipalité directement. Et alors là, c'est pas vraiment un équipement, parce que si j'ai bien compris, l'école La Roche, elle est en piteux état. Et alors, qu'est-ce que vous allez lui faire à cette école? Et il est arrivé? C'est une école qui a une dizaine d'années, mais qui est dans un état de délabrement avancé du fait de multiples malfaçons. On a hérité, lorsqu'on est arrivé en responsabilité, on a hérité de cet équipement qui était tout neuf et qui était malheureusement déjà défaillant. Et la malchance a voulu que nos prédécesseurs n'aient pas pris des assurances telles que la garantie dommage-ouvrage, qui était d'évidence nécessaire. Donc, garantie dommage-ouvrage qui paie à la place des assurances des constructeurs. Donc pas d'assurance, donc ça nous a mené à des batailles juridiques de très très longue durée. Et au final, après une phase devant le tribunal administratif et l'obtention d'une indemnité qui est finalement bien inférieure au coût des travaux, à être à même maintenant enfin d'engager des travaux. On va avoir 1,2 million de travaux à réaliser sur cette école, et c'est assez compliqué puisque les entreprises ont des contraintes par rapport aux périodes d'intervention, et c'est pas facile de trouver des entrepreneurs qui acceptent de s'impliquer sur des contraintes fortes en milieu scolaire. Vous pensez arriver à un aboutissement dans quel délai? J'espère d'ici un an. Alors, dans les réalisations de la mairie, il y a la revitalisation du château. Vous appelez ça la revitalisation. Ça consiste en quoi? Qu'allez-vous en faire de ce château? Alors, ce château donc était dans un état de dégradation continue. Avec la DRAC, nous avons validé un projet de rénovation en plusieurs phases. La première phase est terminée, la seconde est en cours. Il en restera encore 2 normalement si on va au bout de la démarche. Et la Fondation du patrimoine nous accompagne dans cette rénovation. Ce que nous souhaitons, c'est faire de ce château un lieu de vie culturel, mais surtout un lieu de vie qui donne au secteur artisanal la capacité de démontrer tout son savoir-faire. Nous avons commencé avec des potiers, à faire des grands marchés de potiers, et on espère continuer à revitaliser le château par de la vraie vie, pas seulement de la vie culturelle, mais aussi de la vie authentique, avec des artisans, avec peut-être des commerçants qui viendraient ponctuellement exposer leur savoir-faire, exposer leur production, exposer les produits qu'ils peuvent éventuellement vendre. On ne veut pas en faire un lieu confiné. Et ce qui est intéressant, c'est que ce château qui avait été abandonné pendant le XVIIIe siècle, dont les biens avaient été bradés à la Révolution, eh bien, on entend le faire vivre en le réaménageant avec du nouveau mobilier. Et vous comptez sur une fréquentation? Vous avez déjà testé? Alors, nous sommes en phase de test, puisque sur la partie culturelle, nous organisons de temps en temps des événements
pour voir un petit peu comment réagit le château. On a fait des marchés de potiers, comme je vous l'expliquais. Et également, il est le support de fêtes médiévales qu'organise le comité des fêtes locales. Alors, dans les aménagements, mais je ne pense pas que ça relève de la commune, mais vous m'avez indiqué que c'était important, la création d'un giratoire associé aux voies douces. D'ailleurs, en même temps, on va parler des voies douces, on va parler de l'aménagement des voies douces. Est-ce que ça ne contrarie pas singulièrement les automobilistes? Et vous indiquiez aussi que ce giratoire, c'était l'entrée de ville, c'était important. Oui, on a un grand giratoire qui est prévu sur le secteur de Sampo et on va créer des voies douces qui sont absolument indispensables puisque à côté de ce giratoire, il y a la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aveyron qui fait que 800 à 900 jeunes sont amenés à y aller. Et donc, un certain nombre de ces jeunes empruntent des voies piétonnes pour aller dans le centre d'Onet-le-Château. Et il n'y a pour l'instant pas de sécurité absolue, puisqu'il n'y a pas de voie douce qui permettrait de faire en sorte que leur déplacement est totalement assuré. C'est ce que nous avons fait pour le lycée Larocque. On a créé une voie douce associée à la rénovation de la voie entre le secteur de Saint-Marc et de Larocque, et c'est une réussite. Donc, ce qu'on a réussi sur Larocque, on veut le dupliquer à Sampo, et aussi faire une vraie entrée de ville avec un giratoire qui permettra de mieux déployer les véhicules et surtout de sécuriser et réduire la vitesse. Alors, dans vos documents de campagne, il est aussi parlé, et dans notre entretien préalable, vous aviez montré une certaine originalité, les rencontres citoyennes, et puis également ce que vous envisagez avec la participation des enfants. Apparemment, vous avez une méthode qui n'est pas celle qui est la plus répandue ailleurs. Alors, pour les enfants, donc, on n'est pas très fan, je dois dire, des conseils municipaux. Bon, on a vu des expériences dans certaines communes qui ne nous ont pas convaincus. Nous préférons travailler avec l'université populaire des jeunes qui permet un vrai apprentissage de la vie citoyenne des enfants qui sont concernés et surtout de faire un travail dans la durée. Donc cette démarche est engagée avec le partenariat de la MJC. Elle est pour l'instant très satisfaisante et on entend la déployer, peut-être aller au-delà dans le secteur du secondaire si les enseignants, comme ça devrait être le cas, sont partenaires de la démarche. Et dans ce genre de méthode, vous parlez des rencontres citoyennes. Voilà. Donc plutôt que de parler de participation de manière très évanescente, nous préférons, nous, le concret. Lorsqu'on fait des réunions publiques, lorsqu'on fait des rencontres citoyennes, c'est une démarche très forte, très lourde, qui nécessite beaucoup de travail de préparation, qui mobilise tous les services de la mairie, tous les partenaires de la mairie, qu'ils soient des partenaires tels que la CAF, le département, que ce soit la MJC, etc. On mobilise tous ces partenaires pour faire des ateliers où nos concitoyens peuvent se rendre. C'est un peu comme une auberge espagnole, je dirais. Chacun vient avec des problèmes, des questions, des interrogations. Il se rend dans ces ateliers et là, il a des professionnels, des élus qui répondent à ses attentes et qui peuvent lui apporter des informations ciblées. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, c'est accentuer et valoriser l'engagement citoyen des jeunes dans la vie locale en contrepartie d'un accès gratuit à des formations ou à des activités de loisirs sportifs. Ça s'organise comment? Il y a du personnel? Comment c'est perçu? Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux types d'actions. Il y a un engagement citoyen des jeunes qui est conditionné donc avec, disons, la possibilité de réaliser des projets associatifs personnels ou professionnels. Il y a un éducateur qui intervient, qui prend en main les jeunes, qui définit leurs projets. Et on est dans une démarche donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on t'accompagne pour réaliser un projet personnel, mais en même temps, tu dois à la commune du temps, tu dois te former. C'est quoi le projet personnel? Par exemple, c'est un jeune qui veut réaliser une activité associative et qui n'a pas les moyens de le faire. On va l'aider à réaliser cette activité associative, mais en contrepartie, il va nous aider, par exemple, au moment des élections, à prendre en charge les personnes à mobilité réduite ou handicapées pour les amener au bureau de vote. On a également dans la démarche le cofinancement du permis de conduire, que ce soit
le permis de conduire, l'ex-BSR pour les deux roues, ou le permis de conduire classique, le permis B. Donc on cofinance ces permis de conduire à condition que, bien évidemment, le jeune s'engage sur un temps important d'activité réalisée au bénéfice de la collectivité, d'activité bénévole. Bien. Eh bien, nous sommes au terme de notre entretien. Jean-Philippe Kerolian, la tête de liste, la liste Honnêt à vous. Je vous remercie. Merci.